Il faut vraiment s'imaginer la scène, en fait. On est le 9 janvier 1826. Ouais, une date assez marquante. Complètement. On est à l'Académie des sciences de Paris. Sous les ors grandioses de l'institution, et l'atmosphère est électrique. Le silence est total. Tout le monde retient son souffle, quoi. Voilà. Au centre de la pièce, il y a un archéologue italien, un certain Passalacqua, qui vient de rentrer d'Égypte avec une momie mystérieuse. Une momie qui ne vient pas de n'importe où, d'ailleurs. Exactement. Elle a été trouvée dans la nécropole d'Hermopolis, et à l'époque des pharaons, ce lieu de sépulture était exclusivement réservé aux singes sacrés. Au babouin, plus précisément. C'est ça. Ils ont même retrouvé une petite amulette en terre cuite en forme de babouin juste à côté du sarcophage. Donc, logiquement, tout indique qu'il s'agit d'un animal vénéré. Sauf que les dimensions sous les bandelettes sont bizarres. Trop grande, beaucoup trop grande. C'est là que s'avance Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, l'un des plus grands scientifiques de l'époque. Il commence à retirer les bandelettes incrustées de résine une à une. Et sous ces bandelettes, c'est là que l'archéologie bascule dans un choc anatomique absolu. Oh oui. Geoffroy Saint-Hilaire ne trouve ni fourrure, ni museau. Il met au jour un corps humain. Un corps humain, mais avec une anomalie physique extrême. Il découvre en fait ce qu'on appelle un anencéphale. Donc, pour préciser, c'est un individu né sans cerveau avec la voûte crânienne totalement absente. Le crâne était ouvert au sommet, complètement vide. Mais le plus fou, Ah, l'embaumeur. ouais, l'embaumeur égyptien, appliquant ses rituels complètement à l'aveugle, avait consciencieusement creusé les fosses nasales pour essayer d'extraire un cerveau qui n'avait jamais existé. C'est vertigineux quand on y pense. Mais c'est clair, l'Antiquité égyptienne avait assimilé cet être humain frappé par une malformation sévère à une bête. Il l'avait exclu des tombeaux humains pour le vénérer comme un animal sacré. Ce qui prouve que depuis des millénaires, l'humanité attribuait des origines bestiales ou même divines aux anomalies physiques. Et cette momie, c'est vraiment la porte d'entrée parfaite pour l'exploration qu'on va faire aujourd'hui. Une plongée au cœur de l'histoire du corps qu'on qualifie d'anormal. Tout à fait, l'objectif c'est de déconstruire ce cheminement qui a été souvent très brutal, très douloureux. Et de voir comment la société est passée de cette terreur religieuse à la rationalité scientifique, pour arriver à la notion moderne de handicap et de compassion. Et pour ça, on va s'appuyer sur des sources incroyablement riches, notamment l'Histoire des monstres d'Ernest Martin, un ouvrage de la fin du XIXe siècle. Et aussi la préface très éclairante de Jean-Jacques Courtine, qui s'appelle « Le désenchantement des monstres C'est une synthèse historique fascinante. ». Bon, décortiquons tout ça. Pour comprendre comment la science a balayé ces superstitions, il faut déjà regarder d'où on part, non? Dans l'Antiquité, avec des gars comme Aristote ou Pline l'Ancien, Oui, à cette époque, l'anomalie n'est pas vue comme une erreur médicale, c'est perçu comme un échec fondamental de la création. ou comme la preuve de l'existence de races mythiques aux confins du monde. C'est ça. La géographie et la biologie se confondaient. Les marges du corps humain correspondaient aux marges de la carte. Plus on s'éloignait du centre civilisé, plus la chair devenait chaotique. Il décrivait très sérieusement les sciapodes, par exemple. Ah, les fameux sciapodes. Ces êtres censés vivre dans le désert, qui se protégeaient du soleil en s'abritant sous leur unique pied géant, comme un parasol. Où les hommes s'entêtent avec des yeux sur les épaules. C'est un imaginaire délirant. Mais ensuite, on passe au Moyen-Âge, et là, la vision change. Elle se christianise. Le rejet reste le même, mais le vocabulaire devient religieux. Le corps difforme devient la signature du péché originel. L'incarnation d'une faute morale. En gros, t'étais un suppôt du diable. Ou le présage d'une catastrophe divine imminente. La naissance d'un enfant mal formé était lue comme un message de Dieu. Ce qui nous amène à la Renaissance, les XVIe et XVIIe siècles. Et là, j'avoue, il y a un truc qui me bloque. Quoi donc? C'est l'époque des fameux cabinets de curiosité. L'étrange devient à la mode, mais dans ces collections, on mélangeait le sacré et le monstrueux sur la même étagère. Littéralement côte à côte, oui. Je veux dire, on trouvait des reliques, genre des os de saints ou du lait de la Vierge Marie, juste à côté d'une corne de licorne ou d'un crâne mal formé. Ou des os de nains, voilà. Comment c'est possible? Si ces gens étaient terrorisés par Dieu, n'avaient-ils pas peur du blasphème en mélangeant le divin et le diabolique comme ça? Ce qui est fascinant ici, c'est que cette contradiction, c'est exactement le moteur du changement. Ah bon? Oui, c'est ce que les historiens appellent la désanctification. À ce moment-là, la curiosité devient plus forte que la terreur religieuse pure. Donc le statut de l'objet change. Exactement. Un crâne étrange n'est plus juste la colère de Dieu, ça devient une rareté, un objet de collection avec une valeur marchande. En rassemblant tout ça, le sacré et le bizarre, on aplatit leur signification. C'est le début d'un regard laïque.
L'Église perd son monopole sur l'interprétation. Ça me fait penser à nos algorithmes sur Internet aujourd'hui. Comment ça? Bah tu sais, on nous abreuve de contenus bizarres, choquants, juste pour capter l'attention. Sans jugement moral, juste parce que l'étrange attire le regard. L'étrange pour l'étrange, oui, c'est une bonne comparaison. Mais cette curiosité, c'était qu'une étape. C'est vraiment au XVIIIe et XIXe siècle que la biologie entre en scène. Et là, on arrête de regarder le ciel, on regarde la mécanique des corps. Il y avait un sacré mythe à abattre quand même, la théorie de l'imagination maternelle. Ah, ça, c'était tenace. Des médecins très sérieux pensaient qu'une femme enceinte pouvait déformer son fœtus juste par la force de son regard. C'est dingue. Genre, si elle était effrayée par un lapin, L'enfant naîtrait avec un bec de lièvre. et si elle regardait un mendiant mutilé avec insistance, l'enfant naîtrait sans bras. C'est une culpabilisation absurde de la mère. Il a fallu attendre 1727 avec Jacques Blondel pour prouver que les systèmes nerveux de la mère et de l'enfant n'étaient pas connectés de cette façon. Et le vrai coup de grâce à la magie, c'est au XIXe siècle, avec notre ami de la momie, Geoffroy Saint-Hilaire. Lui et son fils Isidore, oui. Ils fondent carrément une nouvelle discipline. La tératologie, la science des monstres. Ils prouvent qu'une anomalie n'est pas une autre espèce ou une erreur de Dieu, c'est juste un embryon humain normal dont le développement s'est arrêté à un stade précis. Il y a un ordre caché dans le chaos. Ils ont commencé à classifier tout ça. Et ensuite, Camille d'Arrest va encore plus loin avec la tératogénèse expérimentale. Ah, l'histoire des œufs de poule. Voilà, il ne se contente plus d'observer, il crée l'anomalie en laboratoire. Attends, ils faisaient ça comment, concrètement? Il prenait des œufs en incubation. Il vernissait certaines parties de la coquille pour bloquer l'oxygène, ou il changeait la température de la couveuse. Et ça déraillait le code génétique? De manière totalement prévisible. Il fabriquait volontairement des poulets avec des malformations spécifiques. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est comme découvrir un bug dans un jeu vidéo. Un bug. Ouais. Avant, quand l'écran se figeait, on croyait que la console était hantée. Geoffroy Saint-Hilaire, lui, il comprend que c'est juste le chargement qui s'est arrêté à 70%. C'est une super image. Et d'Arrest, c'est le hacker qui sait quel fil débrancher pendant une microseconde pour forcer le bug. L'anomalie ne viole pas les règles de la nature, elle prouve qu'il y a une mécanique stricte. Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est un renversement philosophique majeur. Le hors-la-loi biologique a ses propres lois. Ce n'est plus de la magie, c'est de la plomberie interne qui a rencontré un obstacle. Exactement. Le monstre rentre dans l'ordre de la création. C'est lumineux sur le plan scientifique, sauf que, Sauf que la société ne suivait pas. pas du tout. Dans la rue ou dans les tribunaux, la cruauté accusait un retard abyssal. L'inertie institutionnelle était terrifiante. Déjà dans l'Antiquité, c'était inscrit dans la loi. À Sparte, on jetait les enfants différents dans le gouffre des apothètes. Pour préserver la pureté de la cité. Et Foucault a bien analysé ça. Le monstre, c'est celui qui contredit la loi. Et cette obsession juridique a duré très longtemps. Jusqu'au XVIIIe siècle au moins. Même en 1790. Avec les commentaires du juriste Blackstone, la justice cherchait encore à évaluer la part d'humain et de bête pour les héritages. C'était d'un cynisme absolu. Mais comment il mesurait l'humanité de quelqu'un à cette époque? C'était d'une froideur bureaucratique. Le juge ou le médecin évaluait l'enfant comme du bétail. Est-ce qu'il pleure comme un bébé ou est-ce qu'il grogne? Ah ouais? Est-ce qu'il réagit à la douleur de manière humaine? Si le juge estimait qu'il y avait trop d'animalité, l'individu perdait sa personnalité juridique. Il devenait une chose. Et l'héritage passait à l'oncle ou au cousin, ce qui, bizarrement, arrangeait souvent beaucoup de monde. L'horreur économique. Et sur les places publiques, c'était l'économie du spectacle, les fameuses bêtes de foire. Une industrie impitoyable. Victor Hugo parle des comprachicos dans L'homme qui rit, des trafiquants qui mutilaient des enfants. Mais même sans la fiction, il y a ce cas à Paris en 1593. Ce cas est effroyable. Des parents qui percent un trou dans le crâne de leur propre bébé pour y injecter de la cire chaude. Pour faire gonfler la tête. Voilà, pour simuler une hydrocéphalie spectaculaire et exhiber l'enfant de ville en ville. Ils monétisaient la difformité fabriquée. Le corps anormal n'était qu'une matière première à exploiter. Mais il y a une contradiction chronologique qui me frappe. La science explique la mécanique des corps dès le XVIIIe siècle. Oui. Et pourtant, à la même époque, en plein siècle des Lumières, le Café des aveugles ouvre à Paris. Ah oui, un immense succès. Ils embauchaient des non-voyants, leur mettaient des bonnets d'âne, des lunettes en carton grotesque et les forçaient à jouer de la musique de façon cacophonique. Juste pour faire rire la salle. Et le tout Paris s'y pressait. Comment expliquer cette dissonance? La science comprend la biologie, mais la société continue de rire de la tragédie.
Pourquoi le savoir n'a-t-il pas créé d'empathie? Parce que la connaissance d'une élite scientifique ne change pas les réflexes émotionnels d'un coup. Il y a un gouffre entre comprendre en labo et ressentir de l'empathie face à l'altérité. Le rire, c'était une défense? Un mécanisme de défense féroce. Rire de la difformité, c'était l'exorciser, les mettre à distance. Tant qu'ils sont des objets de divertissement, ce ne sont pas nos semblables. Exactement. La loi a fini par écouter les médecins légistes, sortant l'anomalie du crime pour l'amener vers la maladie. Mais dans la culture populaire, c'est resté un divertissement sensationnaliste très longtemps. Et c'est là que l'histoire prend un virage fascinant. La compassion ne viendra pas des labos d'anatomie? Non, la bascule va s'opérer sur le terrain de l'émotion, par les arts et la littérature. C'est fou de se dire que l'art a été le chaînon manquant. Ça commence en 1754 à Londres. William Hay publie le premier témoignage de l'intérieur. Il était bossu, c'est ça, non? Atteint de nanisme et d'une syphose sévère. Et dans son essai autobiographique, il ne décrit pas ses symptômes cliniques. Il raconte la souffrance vécue. Le poids du regard, la cruauté quotidienne, un esprit brillant piégé dans un corps jugé disgracieux. Pour la première fois, l'objet d'étude prend la parole et devient un sujet. Ça me rappelle l'évolution de la photographie plus tard. La carte postale de Madame Delay en 1902. La fameuse femme à barbe des Vosges. Voilà. Elle ne pose pas comme une victime dans une cage. Elle est assise fièrement, élégante, digne. Elle maîtrise totalement sa propre narration. C'est une reprise de pouvoir. Et au XIXe siècle, la littérature va vraiment forcer la porte de l'empathie. Avec des géants comme Hugo, Baudelaire, Vallès. Il transforme les bêtes de foire en figures romantiques et tragiques. Quasimodo ou Gwynplaine dans L'homme qui rit. Cet homme mutilé pour sourire éternellement. Hugo opère un renversement total. La laideur extérieure cache la pureté morale et la vraie monstruosité, c'est la société qui rejette. L'art force le public à s'identifier. Théophile Gautier l'a parfaitement résumé après avoir vu un spectacle de nains en 1860. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il dit que le malaise remplace l'amusement. Je le cite. La difformité n'est pas comique, elle suppose de la souffrance. Il y a une âme, après tout, une âme gênée au fond d'une boîte mal faite. Une âme gênée au fond d'une boîte mal faite, c'est d'une puissance incroyable. C'est bouleversant. Alors ça soulève la question centrale. Est-ce la froideur de la science qui a autorisé la compassion, en prouvant leur appartenance à l'espèce humaine, ou est-ce la littérature romantique qui a forcé la société à voir l'humanité que la science se contentait de classer dans du formol? C'est vraiment la conjonction des deux. La tératologie a détruit la superstition religieuse et prouvé l'appartenance biologique. La science a reconnu l'enveloppe charnelle. Mais la biologie ne suffit pas à créer une communauté. C'est l'art et les témoignages qui ont prouvé qu'ils appartenaient au même monde émotionnel. L'art a reconnu l'âme. L'alliance des deux a inventé le concept moderne de handicap. Et détruit les vieux mythes, oui. Quand on regarde le chemin parcouru, on part d'un sarcophage égyptien pour singes, En passant par les bûchers du Moyen-Âge, les cabinets de curiosité, les foires cruelles, les cafés parisiens qui rient grassement, pour aboutir à cette évidence. Un corps différent abrite une conscience égale. la science a dissipé le mythe, l'empathie a effacé le monstre. Et au final, le concept de monstre n'est qu'un miroir. Un miroir de l'ignorance anatomique et morale de chaque époque. Ce qui nous laisse une pensée assez vertigineuse pour terminer cette analyse. Laquelle? Si le monstre n'est que le reflet de l'ignorance d'une époque, aujourd'hui, quelles sont les variations humaines, mentales ou physiques, que nous marginalisons encore? C'est une excellente question. Les énigmes actuelles n'ont pas encore appris à les lire. Quand les historiens du futur retireront les bandelettes de nos certitudes, qui seront les monstres de notre siècle que la postérité nous reprochera d'avoir mal compris?